Bonjour à tous, hein, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, et toi? Ah bah, à la pêche, confiné entre guillemets, hein, mais ça va. Est-ce que tu m'entends bien? J'entends bien. Super. Est-ce que tout le monde nous entend correctement? On verra, ils vont laisser des petits messages et voilà. Mais en tout cas, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui, histoire de varier un petit peu, hein, parce que c'est vrai que très souvent on est MMA à fond, mais j'ai aussi envie de découvrir d'autres personnes et surtout la lutte à livrer. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette discipline, s'il te plaît? C'est un mélange de lutte et de sol. Ça, généralement, les gens connaissent plus le jiu-jitsu brésilien, on va dire, c'est le kimono, mais c'est le même sport, sauf qu'il n'y a pas de kimono. La racine s'appelle la lutte à livrer, mais c'est un Mhm. peu le même principe, c'est d'amener quelqu'un au sol, de faire ou de le soumettre même debout, mais le but c'est de le finaliser, de le soumettre. Et il y a aussi, comme dans d'autres sports, judo ou autres, un travail de position où on peut mettre des points, on peut mettre des avantages selon les fédérations où on combat. Donc voilà, le but c'est de finaliser une personne et si on n'y arrive pas, de mettre des points, comme au judo ou la lutte. Alors du coup, en fait, on oppose directement la lutte à livrer avec le JJB. C'est un lien qui est historique quand même dans l'histoire. Ouais. Juste pourquoi en fait? Pourquoi? C'est simplement cette différence, par exemple, c'est pas les mêmes tenues ou autre. Voilà, là, il va y avoir beaucoup d'opinions. Moi, je vais avoir les yeux axés sur certaines choses, mais il y en a beaucoup, hein. Déjà, tout simplement, le jiu brésilien a été meilleur dans la manière de se répandre dans le monde et de savoir se vendre et de savoir vendre son sport. D'ailleurs, on le voit de suite au niveau compétition, au niveau des professeurs, la manière dont ça s'est répandu comme une araignée. Et Mhm. donc, à la Faliati a très structuré, hiérarchisé, envoyé des professeurs partout pour le faire. Donc ça, déjà, la lutte à livrer n'a pas su le faire. Ensuite, je pense aussi que le kimono, quand on va arriver sur un truc plus populaire, on va dire pour Monsieur Tout le Monde, je pense que la lutte à livrer va être un peu plus difficile parce que avant d'avoir des maîtrises techniques, ce que la lutte à livrer, on va avoir l'impression qu'il est plus brutal. C'est qu'en fait, pour moi, c'est plus facile d'être rapidement technique en kimono parce qu'on est aidé par des grippes et un kimono. Donc, on peut arriver facilement déjà à construire des choses. Alors qu'en lutte à livrer, en premier, la priorité va être le physique. Et avant d'arriver à placer des choses techniques, alors que ça commence à glisser rapidement, on n'a pas les saisies aussi facilement, Mhm. ça va être technique, mais beaucoup plus tard. Donc, c'est le physique en premier. Donc, c'est vrai que pour le monsieur tout le monde, on va dire qui veut pas forcément être un champion, qui veut pratiquer ce sport-là, je pense que déjà le jiu-jitsu brésilien est plus facile à pratiquer. Il y a la tenue aussi, peut-être le torse nu peut peut-être refroidir certaines personnes, être en contact complet. Et c'est vrai que quand Mhm. même une génération où il y a eu beaucoup de sports, tout ce qui est debout, stand-up, pied-point, karaté, judo, tout. Et là, on se retrouve en collé, corps à corps et au sol, en roulé-boulé. Je pense qu'on connaît que ça quand on est enfant et qu'on fait un roulé-boulé. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a séduit. On revient sur un roulé-boulé. Donc, je pense qu'il y a eu des atouts plus importants pour le jiu brésilien et ils ont été meilleurs dans la manière de le vendre. Et c'est vrai que la rivalité entre les deux disciplines était à son paroxysme dans les années 80-90 au Brésil. Et tu peux me dire qui, toi, justement, toi, tu t'es formé au Brésil. Oui, moi, mes premières années, elles ont été formées au Brésil et mon maître est Roberto Letao, qui est Mhm. au Brésil. Et même ma mentalité aujourd'hui, moi, elle a été formée au Brésil. Ça veut dire que au Brésil, c'est une mentalité particulière, c'est-à-dire qu'il faut se faire respecter. C'est un pays, voilà, autant c'est la fête, le soleil, les femmes, la musique, le football, tout ce qu'on veut, mais ça marche à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on aime les hommes comme on aime les femmes. C'est-à-dire qu'en combat, quand tu rentres, il faut que tu sois un homme, il faut que tu fasses respecter. Et en France, ça va être d'autres choses. Ça va être le respect, le code, la règle, attention. Là, au Brésil, on a l'impression qu'on est dans, entre guillemets, une arène. Il faut se faire sa place, quoi. Et moi, j'ai été formé comme ça, donc il faut se battre. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui et c'est ce que j'essaie de transmettre un petit peu. C'est-à-dire que de pas oublier que le sport de combat, ben, il faut combattre. Si tu es un combattant, il faut combattre. Là où la France, parfois, et il le faut, attention, hein, je ne dénigre pas, mais là où parfois on commence à mettre trop de structuration de diplôme, la ceinture noire, une fois qu'on est en France, c'est fabuleux. On a l'impression qu'on est professeur et c'est fini, il faut plus combattre. Alors que la ceinture noire, c'est que le début. C'est-à-dire c'est un peu comme le bac au monde adulte. On a le bac, c'est qu'une formalité. Et le Brésil, voilà, c'est quand même le combat. Il y a un gros esprit au combat. Donc il y a un gros esprit lutte libre. Ok, ok. Et qui étaient les combattants dans les années 80-90 qui étaient connus?
Alors moi, je suis arrivé un peu après, mais Oui. ouais, j'arrivais. Je suis pas la première génération des pionniers français je suis de Mhm. la deuxième vague, mais il y avait moi, en tout cas au Brésil, j'adorais toute la génération. D'ailleurs, j'ai rencontré, je suis allé m'entraîner avec lui à Rona, les frères Ribeiro, j'aimais Oui. bien Jacare, j'aimais bien tous ces combattants. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu les as rencontrés, justement? Parce que bon, tu as dû découvrir cette discipline à travers d'eux aussi. Mais en fait, j'ai pas le côté fan spécialement. J'ai été fan une fois dans ma vie, c'est quand j'étais petit, c'était Michael Jackson. Mais après, ouais, pour moi, c'est le King. Mais, euh, non, après, oui, bien sûr que ça impressionne quand on les voit, mais après, quand on est sur le tapis, moi, j'ai jamais eu le. Justement, ça me transcende. Mais pas aussi dans le mauvais sens, dans le sens où je vais leur faire la guerre combat, ça m'a jamais atteint. Et tu peux pas dire que c'était attirant parce que c'était un petit peu d'adrénaline, mais en fait, pour moi, ça me donne le moyen de montrer, de me surpasser, en fait. Même pas de montrer ce que je sais faire, mais de me surpasser. Donc, j'ai tourné avec des gens comme Minotaur, Non. Dean Lister, et voilà, quand tu tournes avec, tu te donnes un fond, en fait. Mm, C'est ton émotion. effectivement. Et comment est-ce que tu as découvert cette discipline? Comment est-ce que tu as été te former au Brésil? Alors, On j'étais. n'avait pas Internet à l'époque. Non, il n'y avait pas. Alors, les leçons, on cherchait c'était quoi? C'était les DivX. On cherchait les CD gravés, les leçons pour faire graver les CD, les récupérer en leçon et d'avoir un lecteur DivX. Et, moi, il y avait eu, j'étais en Pancras à Toulouse et il y Mm. avait un club de jiu-jitsu brésilien qui était Aragna, qui est toujours d'ailleurs, un très bon club à Toulouse de jiu-jitsu brésilien. Et il y avait Eric Sadje qui avait fait venir Yann Cabral. Donc et c'est par ce biais-là que moi déjà je devais aller au Brésil et en fait comme ils y allaient, je me suis retrouvé dans ce groupe-là. Donc j'ai été à la Nova União, là où Yann Cabral était. Mais Yann Cabral, c'est je suis brésilien et moi je fais du pancras, donc quand je suis allé là-bas, je me suis retrouvé dans le groupe de MMA là-bas et je me suis entraîné donc du coup pendant 3, 4, 5 voyages facilement, même quasiment tous, mais vraiment principalement en MMA à la Nova União avec José Aldo. J'ai été son sparring, j'ai été sur des camps à lui sur des sparring pour quand il avait fait non, quand il avait fait Chad Mendes la première fois, quand il avait pris je sais plus qui, un lutteur. Hein. Du coup, c'était surtout un moment au début au Brésil. Moi. Et j'ai rencontré dans cette salle, à Nova União, à Rio, Mm. euh, Toletão. Et là, il était là et je l'ai rencontré. Donc, j'étais encore MMA où moi j'aimais le sol. Et c'était dans les premières années où je faisais un peu de tout. Quoi. Je n'étais pas encore spécialisé. D'accord. Ok. Et t'as connu c'était les DivX, la JJB in Action. Ouais, moi, je regardais quoi? Euh, je regardais Feitosa, j'aimais bien. Il avait des vidéos Mm. comme ça, les sons. Il y avait les leçons où c'était un 2 3 c'était très structuré, très simple, montrer les techniques sans forcément trop les expliquer. Mais déjà à l'époque, c'était énorme. Et tu penses que, parce que là maintenant, il y en a certains qui s'entraînent sur Internet, est-ce que tu penses que, enfin, c'est pas suffisant, mais on peut quand même avoir de bonnes bases en apprenant via les vidéos? Bien sûr, on va apprendre. Ne pas faire de vidéo, ça serait débile. Quand on voit par exemple un sport qui est structuré de très haut niveau et qui a des millions et des milliards, comme le football, pour le haut niveau, ils font du travail vidéo. Pour les matchs, même si c'est pour le côté stratégique. Mais la vidéo peut être utilisée de différentes manières. Elle peut être comme celle que j'ai expliqué, moi c'était ma première année de découverte, oh, c'était juste un aspect de voir quelques techniques, en plus souvent il est structuré dans des ordres, donc des kimura, Mhm. des trucs comme ça. Et c'était déjà un premier abord. En fait, je pense que ce qui est important, c'est que tout est bon et tout est mauvais. Dans le sens, c'est toi qui fais la manière dont ce que tu vas prendre. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que les éléments dans un marché, ils sont bons ou mauvais? C'est ce qu'on dirait, en fait. Est-ce que les légumes, le concombre, non, c'est toi qui vas cuisiner ta sauce. Et donc, c'est toi qui fais et qui prend. Après, ben voilà, est-ce que tu veux des légumes? Est-ce que tu veux des fruits? Est-ce que tu veux du persil? Tu vas faire ce que tu veux. Moi, je pense que la vidéo, c'est utile. Et moi, je vais y trouver une utilité, peut-être qui sera différente que celle que toi, tu vas utiliser. Après, pareil pour les livres. Après, pareil, parce que je pense on a des sens. Il y en a qui vont apprendre visuellement. Il y en a d'autres qui vont apprendre plus dans les mains, d'autres qui vont apprendre en écoutant, ainsi de suite. Et à la fois, on a tous ces sens-là quand même. Donc, je pense qu'il faut... justement, je trouve qu'en France, par exemple, on fait trop d'une seule manière, une méthode. On sort d'un diplôme, on sort d'un club, on enseigne comme ça. Et on a l'impression que l'enseignement en France, c'est quand tu arrives sur un tapis, tu transpires, tu sors, et selon le volume de la transpiration, presque tu te dis, j'ai fait un bon entraînement.
Moi, je suis assez choqué que je vois jamais des personnes dans l'année, ils ne se sont jamais posés une fois, ils n'ont jamais pris un stylo, une feuille, ils n'ont jamais rédigé leur jeu. Ils n'ont jamais fait une fois une vidéo, à part regarder des combats, ce qui est cool, tu vois l'UFC, tu vois un combat, mais ils n'ont jamais regardé, très peu de gens, en pourcentage, ont regardé des sparring à eux, filmés, pour pas Mhm. pour et, tiens, regarde, j'ai combattu, mais pour les filmer et demander un conseil, par exemple, à son professeur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que pour toi la plus grosse erreur que je fais actuellement? Sans vouloir révolutionner tout le jeu d'une vidéo. Et donc, je reviens sur ta question. Bien sûr que la vidéo est très intéressante. En période de confinement, bah, du coup, ça devient un outil très important. Aujourd'hui, comme tu parlais à BJ en action, aujourd'hui, tu as BJ Fanatic qui est un gros site et il y en a d'autres, je pense, du coup, qui vont arriver. Et je pense que c'est une très, très, très bonne méthode pour apprendre. Tu peux te structurer, tu peux être très bon, comme aller dans une bibliothèque pour prendre des livres. Et le sport de combat, faut pas le limiter juste à transpirer. Maintenant, à toi de faire ton univers, de te structurer ta manière. Mais tout est bon, Ok. tout est Ok. Alors d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont là, qui sont en train d'écouter du coup ce live. N'hésitez pas à participer et à poser vos questions. Je vais bien entendu les relayer. D'ailleurs on a quelqu'un qui avait déjà laissé une question au préalable, Cédric Devriès, qui demandait est-ce que tu as un livre à conseiller? Lequel? Quel livre tu choisirais? Alors moi, quand je prends un livre, c'est pas dans le combat. Alors que normalement, il y en a. Mais à C'est l'époque, vrai? les livres classiques étaient à la Fnac, là, les YouTube brésiliens, je l'avais regardé un peu à une époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si je prends un livre, c'est pour sortir du combat, pour améliorer je sais pas, je prends des trucs assez simples comme du Paulo Coelho, des trucs comme ça, juste pour me Oui. recentrer sur des pensées, des choses assez Mm. simples. J'utilise la lecture plus pour ça. Bon. La vidéo, je vais l'utiliser plus en stratégie et structuration de combat. Et le livre, donc, ce sera pas du combat, ce sera plutôt ouais, des Paulo Coelho. Souvent, quand je vais à une librairie ou que ce soit même à l'aéroport, une lecture simple, très courte. C'est pour ça que j'aime bien Paulo Coelho parce que c'est une page ou deux ou Il est tout. bien, oui. Mm. Et tu ressors, voilà, ça parle à des gens simples, alors qu'il y a de la profondeur, mais d'une manière simple qui est accessible à tout le monde et j'aime bien ça. Et il y avait également une deuxième question. Est-ce que toi tu comptes écrire un livre? Non, non, mais même pas que pour le combat, pour mon parcours, il y a beaucoup de gens qui me disent ta vie, tu devrais écrire un livre. Mais déjà aujourd'hui, j'ose commencer à montrer mon jeu, à faire des techniques, à faire des podcasts, à faire des trucs. Je le faisais pas avant. Peut-être un jour, s'il y a quelqu'un, mais je le ferai sur un délire ou même peut-être d'une forme positivement, mais d'une forme thérapeutique peut-être, ou tu vois, pour parler et faire un bilan de quelque chose de ma vie et pour donner de. Si je le fais, mon parcours, il n'a pas forcément facile comme beaucoup de gens dans la vie. Et je suis arrivé à ça et c'est beau. Et voilà, moi, je peux raconter mon histoire. Si un jour je le fais, ce serait comme ça peut-être. Bah Parce oui, que je parce que vois, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Il y a beaucoup de choses et intéressantes, notamment sur le parcours, aller au Brésil, faire sa formation, ne serait-ce que sur la partie sport. Il y a énormément de ouais, choses à dire. Bon, à y énormément, ouais. réfléchir. À réfléchir. Hein. Euh, à part le grappling, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports de combat là? Donc j'ai entendu, tu as fait un peu de sparring MMA, etc. Quelques combats en pancrace, j'ai fait une dizaine de combats, quelques-uns amateurs, ma semi-pro, on va dire, et pro. Après, c'est pas là où j'aimais, j'ai fait ça parce que j'étais dans un club et j'étais le sparring d'Anthony Rea. Mais moi-même, quand je faisais ça, j'adorais le sol. Et par contre, j'aimais plus la boxe anglaise. Je me suis beaucoup entraîné en boxe anglaise au début, et même beaucoup dans le sens même curiosité et des entraînements, aller dans cet univers. J'adorais analyser la boxe anglaise. Et j'ai plus de passion à pratiquer. Par contre, à regarder, Mhm. mais j'ai plus de passion à pratiquer un sport, un compartiment et aller loin dedans. C'est-à-dire que je préfère Mhm. aller loin dans. Il y a une partie minutieuse au niveau de la technique. Et la boxe anglaise, je trouve que c'est pareil. Si tu vas dans un. C'est très profond. Alors qu'aujourd'hui, le MMA, il y a une grosse part de stratégie, de physique, d'annulation, et pas forcément un domaine poussé à haut niveau en technicité. D'ailleurs, par exemple, si on parle actuellement, celui qui a un peu fait mal dernièrement, c'est Khabib. Il n'a pas un sol révolutionnaire, il n'a pas une boxe révolutionnaire, il n'a pas une lutte révolutionnaire. Mais par contre, voilà, c'est le côté stratégique, game plan, mental où il est fort. Donc le MMA, pour moi, c'est plus ça. Mais moi, j'ai plus de plaisir à développer un univers, en fait. Tu vois. Et le sol, ça me parle parce que j'ai l'impression de jouer aux échecs un peu dans comment je veux construire. Mon jeu est très simple, mais il est rempli de petits détails en fait. Et c'est ça, tu peux l'avoir au sol, on oublie. Alors, pour toi, qui a un niveau de sol exceptionnel? Ah, il y en a beaucoup. Après, ça dépend sur quel plan on parle, mais il y en a. Bah, tout Allez, simplement.
on peut faire par exemple le combattant complet, par exemple de MMA, un combattant complet au niveau du sol. Bon, moi je pense que le MMA a quelqu'un de bon, ça a été Khabib, vraiment. Et même s'il a une boxe atypique, il a quand même une boxe MMA, c'est-à-dire la manière dont il esquive la tête, la manière dont il met les pressings avec les poings et tout ça. Je trouve que il est fort. Derrière la lutte, elle est très efficace. Et son sol, il est même anti-sol, c'est-à-dire qu'il prend des angles où il joue même pas avec la personne. C'est ça aussi le but de. Je pense que le but d'un combat, certains oublient parfois, ils s'entraînent trop dans les salles à faire avec la personne, à s'amuser avec. Et Khabib, il a montré que le combat, c'est le non-combat avec l'autre personne. Et moi, j'ai beaucoup ça dans mon logis. Donc, parfois, je lis des commentaires, je dis ouais, mais il joue pas le jeu, il ferme. Mais le but, c'est pas de l'ouvrir forcément. Moi, j'ai pas un tempérament à l'ouvrir. Attention, je respecte les jeux aériens. Oh, j'adore. Moi, je l'ai pas dans mon tempérament. Mais par contre, pourquoi ouvrir si je suis pas dans ce tempérament pour donner à l'autre? Moi, j'aime aussi le côté combat, aussi simple que c'est, aussi rugueux que c'est, et comme un homme parfois un peu, voilà, c'est de dire, ben, moi, je joue, toi, tu joues pas. Moi, je vais te combattre, tu vas pas me combattre. Moi, je vais t'attraper, tu vas pas m'attraper. J'ai cet aspect-là. Donc, je vais me retrouver dans Khabib, en MMA. Et après, au sol, j'ai trouvé quelqu'un de très fort, mais là, c'est différent, plus complet, Marcelo Garcia. Marcelo, parce que je le trouve très intelligent en combat. Je trouve qu'il a révolutionné avec les nouvelles tendances. Humainement, il est très très bon. Businessment parlant, ce qu'il a monté à Manhattan, c'était très bien fait. C'était un des premiers à faire des sites vidéo. Je trouve que c'est et en plus derrière. Ses élèves qu'il a, c'est sa suite un peu. On voit qu'ils ont gagné la décision derrière, ils sont fidèles, ils restent. C'est un très bon combattant. C'est un des personnes que j'aime bien. Ok. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi toi, tu t'es pas lancé dans le MMA? Pourquoi tu t'es pas lancé dans une carrière dans le MMA? Ah, parce que j'aimais, mais pas assez. C'est un Pas sport, assez. comme la boxe anglaise et même le grappling. Mais moi, tu vois, par exemple, à un moment, je me suis dit, il faut choisir et il n'y a que le cœur qui fait la différence. C'est-à-dire que parfois, ce que j'essaie d'expliquer un peu aux jeunes, parce que maintenant, je commence à être un petit peu âgé, sans prétention, mais Waouh! C'est rien. à un moment, asseyez-vous et réfléchissez vraiment parce que vous savez, la carrière que vous allez faire, euh, arrêtez de croire que tout est beau et tout est rose et que tout est gloire, argent et tout, c'est faux. Et il va y avoir quelques moments et on se bat d'ailleurs pour ces moments-là et c'est ce qu'on retiendra à la fin. Mais combien de fois on va s'asseoir au bord d'un lit et douter? Combien de fois on va s'asseoir au bord d'un lit, on va pleurer? Combien de fois on va se demander pourquoi on fait ça et tout? Pourquoi est-ce qu'il faut pas le moment d'arrêter n'importe quoi? Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, et ça, s'il n'y a pas d'âge, c'est le cœur. C'est qu'à un moment, dire non, mais en fait, j'aime tellement ça que le lendemain matin, je peux repartir. Et je pense que le MMA, moi, personnellement, j'ai aimé. Je pense que j'aurais eu un gros potentiel de faire des choses, mais je n'aimais pas assez. Je pense qu'à un moment, je me serais arrêté. Je pense qu'à un moment, je me serais assis, j'aurais dit, ouf, ouais, tu vois, j'aurais fait un combat de temps en temps, mais j'aurais pas fait beaucoup de combats. Alors que le grappling, tu me disais le lendemain, il faut repartir, voilà. Et je le voyais déjà à l'entraînement, quand je m'entraînais, je faisais un entraînement ou deux par semaine, mais s'il fallait faire tous les jours, je dis, comme aujourd'hui, faire un combat, ça me gêne pas, faire un plan carrière, tu vois. Alors que, et poser une question, à un moment, bon, tu t'entraînes tous les jours, je me suis fait prendre dans le piège du sport. Qu'est-ce que tu aimerais faire si demain tu veux aller chercher un titre? Est-ce que c'est la ceinture du UFC ou par exemple, comme j'ai fait du BJF ou la DCC? Dans ma tête, c'était vraiment rapide. C'était de suite, ah non, moi, c'est le sol parce que je vais faire ça tous les jours. En fait, c'est pas que le début de comme on dit, la fameuse phrase, c'est pas le dessus du sommet, c'est le chemin pour aller à la montagne. Et moi, j'ai regardé ça à ce moment-là. Et le chemin pour aller chercher un titre, par exemple en MMA ou en grappling, je me suis dit, oh, ce chemin-là, je vais l'aimer. Celui-là, je pense que je vais pas assez l'aimer. Ok. Voilà, Alors, et pourquoi pas la boxe aussi? Puisque du coup, c'est aussi quelque chose que tu aimes. ouais, la boxe, j'aurais pu, mais j'ai choisi le sol. Mais la boxe anglaise, ouais, j'aurais pu. Mais en plus, je fais un petit clin d'œil à Jérôme Rey, un entraîneur de Toulouse, qui j'aurais pu avec un entraîneur comme ça. Mais j'arrivais plus à passer le côté difficulté en grappling, peut-être que la boxe. Je sais pas. Mais j'ai commencé à faire un combat ou deux amateur. Chaque fois, les mecs se sont annulés au dernier moment face à moi, même au moment du gars, parce qu'ils s'entendaient que j'étais le sparring d'Anthony Rea, donc ils n'avaient pas m'affronter. Et après, bon, je suis allé en grappling et j'ai continué en grappling. Ok. Alors, on a des petites questions. Alors, on a Vincent qui disait qu'il avait tourné avec Anthony Rea et qui lui a cassé le foie plusieurs fois. Ouh là là, on espère que ça va mieux. Mathieu Lejeune, bonjour. Selon toi, comment aller s'entraîner au Brésil? Existe-t-il des sortes de camps où tu peux réserver depuis la France? Alors moi, le Brésil, ça fait les dernières années, j'y suis pas allé. Et la manière dont j'allais au Brésil, c'était tu prends ton bon, il faut un contact quand même quand tu arrives là-bas, mais moi
beaucoup de cette manière, comme les dernières fois en Thaïlande. C'est-à-dire que je prends un hôtel pour réserver un soir ou deux, et après, je vais dans le gym, et sur place, tu trouves. Le Brésil, ça marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire que tu arrives dans le club, tu prends un hôtel 2, 3 jours, et une fois que tu es avec les gars, vous n'avez pas un appartement, et tu as de suite quelque chose rapidement pas cher, et à côté du club et tout. Maintenant, oui, aujourd'hui, c'est assez développé. Les hôtels, tu vas l'avoir. Tu peux trouver des hôtels avec des sites internet assez facilement. Et après les clubs, là-bas, tu payes à l'entrée, le Brésil. Quand tu vas dans certains clubs, tu payes. Et peut-être qu'après, à la fois, tu es un peu invité, mais même tu payes. Donc, Voilà, Mathieu, encore quelque chose à dire ah, sur, moi, j'ai toujours eu le truc de prendre mon sac, de débarquer, prendre 2, 3 jours d'hôtel, et tu te débrouilles. Voilà. J'ai toujours fait ça. à l'aventure. Alors, on a Maprouk, alors si je le dis pas bien, hein, je m'excuse, qui te dit: tu es un athlète incroyable qui n'est pas assez souvent mis dans la lumière des palmarès français. Merci pour les vidéos et les conseils. Voilà. Ouais. Je pense que c'est mérité d'être souligné. D'ailleurs, il y a beaucoup de messages là, quand même, hein, assez sympathiques, hein, super mec, accessible dans le partage, super mentalité. Ça, c'est Nico Luta Livré, un spécialiste aussi également. Bon, en tout cas, voilà, tu as de très beaux messages. Hein, de toute façon, c'est ce que tu véhicules. Hein. Donc, Moi, je suis quand même. Attends, je réponds pas mal aux gens, donc je pense que je suis dans dans une bonne sphère. J'ai pas mal, on va dire 99 messages gentils pour peut-être un déplacé. C'est normal. C'est un peu la beauté du sport. Et après, moi, j'essaye quand même d'être pas mal accessible, de répondre à des conseils, ça. Alors, tu as parlé la DCC, la CDC. Dis-moi, tu as participé, c'était en quelle année? Parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, tout ça. Hein. La DCC, j'ai fait la dernière qualif c'était quand j'ai fait il y a 4 ans. Et j'étais c'est la qualif européenne, il faut être champion, il faut être le vainqueur d'Europe pour aller à la qualif. J'étais en finale et ils m'ont volé en finale. 0-0, on va aux prolongations, qui fait les sélections mais que je n'ai pas validé en points, je le fais tomber, mais il n'y a pas de points, il n'y a pas d'avantage dans la DCC et je ne les fixe pas assez longtemps pour mettre les points. Mais lui, il m'a pas fait tomber une seule fois. C'était un match très serré quand même, mais ils m'ont volé. Même l'arbitre, il s'est retourné vers moi, il a dit: j'y suis pour rien, quoi. Je sors, tout le monde m'a dit des trucs, et même à l'interview, il me dit: qu'est-ce que vous pensez de ce vol? En pleine interview, en première question, j'ai fait: waouh. Oh. Et derrière, il y avait la qualif à DCC World, et du coup, je n'étais pas qualifié, donc j'ai jamais fait la DCC World. Voilà. On va dire tout le reste, j'ai gagné en IBJF, j'ai été numéro 1 IBJF en ranking, j'ai gagné les Panaméricains, je suis les 2 derniers championnats d'Europe, je les ai gagnés. Et la DCC, c'est le seul truc que j'ai pas participé au World. Et c'est ce que j'ai essayé d'accrocher, mais là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ah, donc tu lâches pas. On verra. Ça reste un objectif. Voilà, j'ai annoncé ma retraite pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'avais besoin de couper et de relâcher parce que l'année dernière, c'était vraiment très intensif. Et qu'avec le Covid, je me suis quand même senti en danger financier, comme beaucoup de gens. Je suis toulousain. Et je voulais aller à la côte basque parce que je connais bien, j'avais vécu aussi quelques années vers Pau et tout ça. Et je voulais aller là-bas, mais j'ai vu que la région déjà, voilà, c'est une belle région de vie, mais après au sport tout, c'est quand même pas Paris, Toulouse, un truc comme ça. Et après le Covid, j'ai vu que le niveau sport, ça va être très compliqué pour avoir quelques coachings ou de quoi vivre ou de quoi se laisser se mettre le temps d'être en place. Et donc j'ai fait des allers-retours à Paris pour la DCC Camp qui avait juste pour but de se préparer pour la DCC. Et quand le Covid est tombé, j'ai eu la proposition de Nico de dire: reste là, tu auras de quoi un petit peu, je peux t'aider un petit peu et si tu t'engages sur une année, je peux te soutenir un peu. Donc du coup, on s'est mis à travailler ensemble carrément même après. Et ça se passe très bien. Voilà. À NR Fight? Hein? À NR Fight, ouais. NR Fight. Ouais. Okay. Là, très, très, très bien. J'ai eu un très bon accueil de l'équipe. Ok, ah ouais, de toute façon, hein, comme c'est malheureux cette période-là, on est tous obligés de rebondir comme on peut. Hein. Ouais, donc du coup, malheureusement. Et voilà, aussi pour que les gens ne me voient pas que compétiteur, parce que depuis le début, en fait, à part ma première année, à partir de la deuxième année, ça fait 17 ans que j'ai enseigné toujours, parce que dans les clubs, prof, après je suis devenu prof remplaçant, après je suis devenu prof et ça fait
15 ans que j'enseigne. Mais c'est vrai que les gens ne me voient que comme un combattant ou au physique ou à la performance et tout. Alors que je pense qu'en volume de travail, j'ai plus enseigné que combattu. Et alors, donc, là, tu as 40 ans, donc tu es toujours opérationnel. Tu vas certainement continuer. Mais Ouais. mais tu penses que la retraite, il faut la prendre à quel moment, en fait? À quel moment il faut la prendre? Parce que bon, là, tu te sens, tu es encore en forme, tu peux encore combattre un bon moment. Je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre parce que j'arrive pas à la prendre. Ça fait déjà 2 fois que je dis que je devais prendre ma retraite et je la prends pas. D'un côté, tant mieux parce que j'ai quand même fait la plus grosse perf qui est l'année dernière et je suis même encore champion d'Europe en poids lourd, en poids super lourd, ultra lourd. Je prends en finale quand même le mec qui est troisième au World Nogi. Je bats des mecs à DCC, ceux qui ont gagné la DCC Europe à 99. Et derrière, je fais une année, 32 combats, 31 victoires en 7 mois sur tous les continents, sur plusieurs catégories différentes. Donc, je me suis dit, là, je m'ai bien réussi. Et je pense que la stratégie que j'ai réadaptée en prenant en compte mon âge et mon évolution, ça a beaucoup payé. Et mon jeu atypique a beaucoup payé à ce moment-là. Il a été devenu mature à cet âge-là. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, quand même, ça devient très dur, pas au niveau du combat, mais au niveau de la récupération et peut-être au niveau Mhm. du j'ai tendance un peu, peut-être parfois un petit peu négligé, donc il faut que je réactive ça à chaque fois. Après, la force, mon jeu, il est prêt tout le temps. Tout le monde me dirait de combattre, c'est pas un problème. Par contre, souvent, je me prépare, il faut que je réactive le cardio parce que on pourrait me voir un peu cardio, un peu court, parce que je vais sur les 41, que j'ai une masse musculaire qu'il faut que je travaille. Mais en fait, quand je suis pas en prépa, je fais beaucoup des entraînements tranquilles, techniques et tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et après, là, maintenant, si j'ai un événement, 2 mois de prépa cardio, et après, là, le jour du combat, je serai vraiment prêt. Mais c'est dur à dire à la retraite. Je pense que je suis pas là pour répondre à ça. C'est clair. C'est clair, mais non, mais je comprends. Et c'est quoi ton poids de forme? Ah, je suis autour des 90, 91. En combat, 90, 91. Et après, là, actuellement, j'ai eu le Covid il y a un mois et demi. Donc, j'ai perdu 6 kilos. Après, en temps normal, quand je m'entraîne un peu moins, que je mange et tout, je suis à Oui. 94 kilos. Mais j'ai le cardio à moitié, on va dire, à ce moment-là. Si je suis à 94, j'ai un demi-cardio. Par contre, dès que j'ai 190 kilos, j'ai un très bon cardio. Et tout monte là. Ah. Voilà. Et je bouge pas au niveau de la force et tout ça, je bouge pas. Et même pour cutter, enfin, je pense que, je sais pas, je pense pas que tu cuttes spécialement, mais même pour cutter, là, à 40 ans, c'est plus difficile. Ouais, tu sens que le muscle, il a pas la même densité. Tu sens que l'eau part pas pareil. Tu vois, après, moi, je cote pas beaucoup. Hein. Tu peux pas beaucoup cutter parce que la compétition, Bah c'est non. juste Jeff carrément qui est pesé 5 minutes avant. Donc, la DCC, tu peux cutter peut-être un petit kilo parce que tu es pesé 1 heure avant. Donc, tu peux régratter 1 kilo et demi facilement. Mais même, faut pas trop jouer avec. Hein, on va faire 2 ou 3 mois de préparation pour gagner des pourcentages de perf. Et à la fin, on peut se le casser avec un truc d'eau. On peut perdre 20-30% facilement de force et de perf. Donc, faut pas trop jouer avec. Hein. En grappling, en tout cas. On n'a pas le temps de. Et, je sais pas hein, si un jour ce sera possible ou pas, mais la DCC en France. Ouais, je pense qu'il y a longtemps, il y avait eu une qualif, mais ça n'avait pas trop accroché à le système français, donc ils ne l'ont jamais refait, je crois. Je sais pas pour quelle raison. Mais ouais, bah, l'UFC arrive, donc on peut s'imaginer demain que plein de choses arrivent en tout cas. Après, il y a du monde quand même en grappling. Je suis brésilien, on est un beau pays. Bien sûr. Et tu comptes te placer en tant que promoteur? Non. Après, Sérieux? après, je pense que je vais m'investir petit à petit dans plus dans mon, on va dire dans mon mouvement sportif. Donc pourquoi pas si demain j'ai des propositions petit à petit. Mais là, la priorité avec le Covid, c'est quand même de trouver du boulot, reconstruire mon après-carrière. Donc un peu de coaching, un peu de voilà, j'ai un projet peut-être pour dans les 2 ans qui arrivent. Mais par contre, ouais, j'ai envie d'être un acteur dans mon milieu. Après, je verrai à quel pourcentage, sur quel poste et tout ça. On verra. Et quel type de coach es-tu? C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui se présente à toi mais qui n'a pas de talent. Comment est-ce que, que tu fais avec cette personne? Tu lui casses son rêve ou pas? Non, déjà, il y a personne qui est pas son talent. Euh, il y a la personne qu'il faut trouver la méthode, comment lui parler, le choquer. Je suis un entraîneur au choc. Je choque. Moi. Donc il y a des gens que ça va pas aimer, il y a des gens je vais les révolutionner et aucun prof, aucun club aura le résultat que j'ai. Je comprends vite qui, comment, quoi faire au niveau du tatami.
Après, voilà, tout ce qui est management, tout ce qui est tout ça, c'est pas du tout mon domaine. J'y arrive pas. Mais au niveau du combat, je pense que je sais lire les gens comme personne. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans la salle, je sais de suite qui, quand, quoi, comment, qui va faire quoi, truc. Mais vraiment, c'est même moi, je suis choqué. Wow. Même, je vais raconter une histoire. Il y a 3 ans, j'amène une équipe Atos, quand j'étais sous l'affiliation Atos, et j'amène Atos Toulouse. On était avec l'antenne, et je fais un petit coucou à eux, à X-Rod de Poitiers et GP, Ludovic Perra de GP. On s'est réunis tous ensemble, parce qu'on travaille ensemble, on avait été sous Atos Toulouse. Et, euh, on est quasiment 32 combattants au championnat d'Europe. À savoir que la moitié, surtout chez moi, même les 3 quarts de chez moi, étaient des ceintures blanches, mais on ne peut pas combattre en blanche, il faut être millions de ceintures bleues. On revient 17 médaillés d'Europe, 5 ou 6 champions d'Europe, ainsi de suite, en adulte et master. Et en fait, ce que je veux raconter, c'est que quand je coachais, je sais qui, comment, je sais lui, il faut lui parler comme ça, lui, il faut le prendre comme ça, lui, il faut comme ça. Et à un regard de l'adversaire, lui, il faut faire ça, lui, il faut faire ça, lui, il faut faire ça. Ça, je pense que j'ai beaucoup travaillé l'analyse. C'est pour ça que j'ai fait l'IBJF derrière. C'est pas parce que je suis le meilleur aussi ou là. C'est parce que je crois que j'ai jamais arrêté de trop cogiter, beaucoup même, trop. Et j'ai une faculté d'analyse en combat qui est, aujourd'hui, je m'en rends compte, qui est atypique et très pertinente. Et d'ailleurs, j'essaye d'avoir cette analyse en dehors du combat dans la vie. C'est pour ça que je le ramène beaucoup à la vie, parce que la vie, c'est le combat et le combat, c'est la vie. Et je me dis, voilà, quand tu es capable de pouvoir analyser des choses comme ça et d'avoir 95% de résultats dans tout ce que tu fais dans le combat, il faut essayer de faire ça dans la vie. C'est ça le fameux transfert, comme des belles personnes essaient de venir dans le combat. Comme dans le combat, moi, en fait, le combat essaie de me ramener à la vie. En fait, c'est ça, dû à mon enfance et tout ça. Et donc, en coach, je reviens sur la question, à dire, quand je vois quelqu'un, en fait, par exemple, je regarde qui il est et ce qui va le gêner. Et je vais de suite appuyer sur le bouton. S'il n'est pas prêt, ben, je m'en occuperai pas, entre guillemets. Si ce rebuff, c'est trop pour moi. Je suis pas un éducateur, je suis pas tout, même si on a toujours un rôle de l'aider, de le soutenir et tout, ce qui est très important. Mais comment dire, tout le monde vient avec des qualités. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pas bon. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas su peut-être s'exploiter. Il y a quelqu'un qui n'a pas su comment le truc. Ben, faut de suite appuyer là. Faut de suite, faut le choquer. Je te donne un exemple. Quand il y a quelqu'un de très gentil, mais vraiment gentil, c'est humainement gentil, qu'il arrive dans le combat, c'est le combat. Là, je vais pas de gros mots, mais tu vois, je vais le pousser aux fesses. Je vais l'insulter. Je vais lui parler mal. Je vais même dire un gros mot. Ah ouais. Ouais, et le mec, il est comme ça. Et je lui fais comprendre, là, t'es dans le combat. Et à l'inverse, si, tu vois, mais ça va être sur un moment, sur un combat, je vais le pousser, je vais lui crier dessus. Parce que je sais ce qui le perturbe. Et je regarde vraiment dessus quand il réagit dans ça. Et à l'inverse, quand je vois quelqu'un, un soldat qui n'a pas peur de combattre, je vais lui dire, viens ici, tourne là avec la fille pendant un quart d'heure. Parce que lui, il va manquer de pas savoir travailler sans la force et de pas savoir travailler dans la rondeur technique. Et une fille, sans dénigrer, a moins de force qu'un homme, mais par contre a beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de forme qu'un homme. L'homme, on est très, très droit dans le combat. Donc je vais dire, tu te mets avec, et je vais voir sa réaction. Parce que sa hors zone de confort me permet, dans l'un ou à l'autre, avoir son caractère de fond. Et moi, je regarde si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et quand je vois qu'il est ici, là, je vois le comportement qu'il a envers moi, et je regarde s'il va être capable de m'écouter. Même, en fait, même s'il comprend pas, et même si je touche la zone, en fait, qui la bloque, et c'est qu'il faut appuyer pour qu'il se surpasse, je regarde. Parce qu'en fait, une qualité de chacun, il est venu avec ça, il va jouer avec ça, et ces 10 prochaines années, il va jouer avec ça. C'est ses qualités. Les qualités, aujourd'hui, comment on la plante de suite, on joue avec. Mais c'est pas ça qui nous fait perdre. C'est tout le reste. Et moi, voilà, en tant que coach, souvent, j'aborde ça, et donc, du coup, très vite le mental. Très vite. Mais je frôle avec. Mon boulot, à savoir si je suis bon ou pas bon, c'est-à-dire de frôler, d'aller dans le rouge un tout petit peu et s'arrêter là. Voilà. Faut frôler, mais pas trop là-dedans. Et généralement, beaucoup de fois, bon, j'ai dû faire sûrement des erreurs, mais 9 fois sur 10, j'ai toujours des gens qui me disent, et ça, c'est ça qui me plaît, pas forcément sportivement, mais qui me disent, j'ai changé, j'ai un vrai changement, et c'est en général, quoi, même dans la tête, et ça, c'est important pour moi. Mais le Brésil, sur le Brésil, tu vois, le Brésil, c'est un fight spirit, et moi, je travaille ça, quoi. Je travaille beaucoup sur ça, plus que la technique, en fait. De toute façon, ça fait partie intégrante. Hein. Sans le mental, c'est compliqué. Il y a la technique, il y a le physique, il y a le mental. C'est 3 piliers qui sont dans ton sport. Il suffit qu'il y ait un de ces 3 piliers et ça tout s'écroule. Alors maintenant, bien sûr, jouer avec un pilier, quelqu'un qui peut être très physique, peut être très combatif et jouer, mais il ne sera pas sans technique et sans mental. Quelqu'un qui a un très gros mental, s'il n'a pas de technique et pas de physique, il ne fera rien. Donc c'est ces 3 piliers. Maintenant, on va jouer, appuyer avec un, mais si tu n'as pas de mental, tu auras la technique ou le physique, il va tout se décomposer en 5 secondes. Alors que la technique est disparue.
Et le... Même moi, je vais m'inscrire là. Hein. Là, je vais venir m'inscrire. Hein. Ça donne envie là tout à coup. On se dit ah. Alors, on a Nico, Luta livré encore. Bah d'ailleurs, merci pour ces questions. Hein. Tom, qu'est-ce que tu penses de l'IBJJF qui autorise les clés de talon dès 2021? Bah, c'est bien. Après, je pense que le plus important, c'est s'adapter aux règles où tu vas. Qui est les talons ou pas, si tu es un combattant, tu dois t'adapter. Maintenant, ça va parler sûrement, il y a des combattants, ils vont se perdre et d'autres, ils vont mieux s'exprimer. Mais je pense plus qu'il y en a certains qui vont plus s'exprimer. Parce que après, c'est l'adaptation après. Hein. C'est des règles après. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas de. Après, ce qu'il va falloir faire attention, c'est les blessures. Donc, je sais pas comment ils l'ont fait, j'ai pas regardé. Je crois qu'ils l'ont fait que pour Nogi. Il faut regarder s'ils ont fait que pour les marrons noirs ou un truc comme ça. Parce que c'est le fameux truc des clés de talons, c'est quand ils les ont enlevés, c'est à cause des blessures. Et comme ils étaient dans une phase de vouloir développer la fédération au niveau mondial partout pour que tout le monde puisse en faire, oui, mais il faut voir à qui ils l'ont mis. Donc après, j'ai pas regardé. C'est peut-être ils ont sûrement dû les mettre pour le Nogi et pour les adultes, tu vois, et gradés. Après, s'ils mettent ça en master, là, moi, je dirais, ouais, tu vois, il dit marron noir. Ouais, voilà, ça, c'est logique. Voilà. Mais après, je pense que les combattants aguerris, ils savent quand abandonner, ils savent quand, voilà. C'est bien, moi, je trouve que c'est très, très bien. Et la DCC, donc, ils étaient obligés. Et ça t'est arrivé de pas abandonner? C'est-à-dire? À tort, c'est-à-dire qu'au lieu de taper, de demander d'arrêter, toi, tu as continué quand même et tu t'es blessé? Non. Non, une fois en combat, une fois, c'était en France il y a très longtemps, j'ai affronté Salvadori, un très bon combattant à l'époque, et il part sur une clé de jambe, mais en même temps, je parle étranglé. En fait, comme je suis parti en même temps, je suis parti dans l'autre sens du genou, le genou a craqué, mais en même temps, je le tenais. J'entendais mon genou craquer, mais en même temps, je le tenais en étranglement, et je dis, oh, oh. Et en fait, j'ai fini l'étranglement, comme tu as l'adrénaline, tu sens rien, mais après, par contre, j'ai plus marché pendant une semaine ou deux. Mais non, c'est la seule fois où j'ai senti que j'avais craqué pendant. Et après, en plus, après, j'avais fait la finale. Et je suis parti combattre, je marchais même pas. Et là, je pars faire la finale, je prends un russe. Et je pouvais même pas marcher, je suis à la table. Et je dis, je peux pas combattre. J'ai la jambe, je marchais même plus, je m'asseyais même plus. Et il m'a dit, non, faut que tu ailles au tapis, que tu lèves la main. Et là, j'étais très jeune. Et, j'ai dit, non, je peux pas. Il m'a dit, non, faut que tu ailles au tapis, que tu lèves la main, après c'est bon. Et en fait, en montant au tapis, je dis non, mais je peux pas laisser la main comme ça sans combattre. Chose qu'aujourd'hui, je préfère. Mais là, j'étais vraiment jeune. Et en fait, je me suis dit, bon, je lève pas la main, j'attends les 30 premières secondes. S'il rentre, je prends une guillotine. Et si après, je peux pas, ben, j'abandonne. Et en fait, j'attends. Il rentre, je mets une guillotine, je gagne. Et je me suis dit, waouh, j'ai pris des risques de malade. Et j'ai eu de la chance. Après, sinon, Bah oui. bien sûr, non, jamais. Il faut pas. Après, c'est à l'adrénaline en combat, donc parfois tu veux pas aller plus loin que ce qu'il faudrait faire normalement. C'est d'où. C'est parfois l'adrénaline, tu te prépares 2 mois, t'as pas envie de perdre comme ça. C'est sur le moment, la demi-seconde, tu peux aller plus loin que te faire endormir, tu le décides pas, ça va trop vite, donc c'est là où l'arbitre a un vrai rôle. Okay. Alors, les internautes, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. On a M7511 qui demande à quand Loubersan en kimono. Ah, à la retraite. Mais j'y suis, mais peut-être. Mais non, j'aime vraiment le nogi, j'aime vraiment la spécificité. Je l'ai fait 2, 3 fois, mais j'ai moins de plaisir. Mais pourquoi pas un peu plus âgé. Pour l'instant, j'ai encore un peu de je reste en Luta. Actuellement, enfin là du coup, pendant le confinement, on va dire ça comme ça, hein, tu as combien d'élèves avant le confinement? Tu as combien d'élèves en général? Tu coaches combien de personnes? Voilà, moi, quand je m'occupais dans tous les endroits où j'étais, j'avais toujours une centaine de personnes, toujours minimum. Ouais, quand même. Chaque année, j'avais 100, 150 personnes. Après, j'avais un noyau qui venait régulièrement de 70-80, et après un vrai noyau sur le club de 30-40, un peu comme dans tous les clubs, je pense. Non, j'ai toujours eu une belle équipe et du beau monde. À Toulouse, j'ai eu du beau monde, j'ai eu de belles personnes, j'ai eu de bons combattants. Après, moi, j'ai beaucoup voyagé depuis le début. J'ai beaucoup voyagé, donc je suis jamais resté vraiment dans un endroit où j'ai construit pendant 20 ans. À Toulouse, oui, et après, mais j'ai beaucoup voyagé. Et est-ce que il y a beaucoup de femmes? De fans? De femmes, de combattantes. Dans le sport, bah, ça doit être. Non, dans tes adhérents, justement. Oui, il y a beaucoup de femmes, il y a combien à peu près? Ouais, ça va être 1 sur 20 quand même. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai toujours eu 2, 3 quand même sur le tapis, mais 2, 3, pas plus. Ouais.
Pourquoi si peu? Je sais pas. Je sais pas. Et en tout cas, quand elles viennent, ces femmes-là se posent pas de questions, c'est des vraies battantes. Alors que parfois, il y a des hommes qui ont un comportement, parfois, pas tous, hein, mais il y a quelques idiots, t'es là, tu dis, oh, t'es bête ou quoi, qui vont soit être un peu bourrins, ou soit qui vont faire le séducteur, ou soit qui vont, tu vois, ou macho, ou truc. Mais les femmes, elles ont jamais, c'est quand elles viennent, c'est des gros caractères, hein, c'est des vraies battantes. Elles disent pas un mot. Et souvent, d'ailleurs, quand je voulais remettre deux, trois petites personnes à des petites leçons gentilles, hein, mais constructives, je dis, regarde là, elle dit pas un mot, elle dit rien, elle est là régulière, ce truc. Tu sais, quand les mecs ils doutent ou quoi, ils s'expriment comme quand on est malade et les hommes, tu sais, on est malade, on se plaint. Et regarde, elle dit pas un mot, elle a toutes les semaines, elle est très régulière, regarde, elle évolue. Et souvent, ils regardent et ils disent, ah ouais, tiens, là. Et je fais oui. Et, On on a Jimmy Boyka qui demande est-ce que c'est possible de demander un programme physique? ouais, qui rentre en Instagram avec moi, je peux lui donner quelques conseils comme ça. Manière. Là, bientôt, je vais faire un truc, peut-être à partir de janvier, je vais faire un suivi, je vais faire 3 mois de prépa, un suivi de 3 mois où moi je vais faire une prépa et les gens pourront m'accompagner en même temps avec moi. Mais sinon, quelques conseils, je peux comme ça, sinon je l'enverrai vers les préparateurs physiques avec qui je travaille. Quand j'ai fait le titre mondial BJF, j'étais avec Baptiste Hamid, PSC, non, SPC, pardon, de Toulouse. Et là, maintenant, je suis actuellement à Paris avec Rémi Physio, PSC. Ils ont presque les mêmes lettres. Et donc voilà, vraiment, s'ils veulent un vrai programme de prépa physique qui se mettent avec eux, c'est des vraies personnes compétentes. Moi, je peux leur donner des conseils prépa physique côté combat, un peu l'approche, tout comme ça, mais après. Une bonne semaine d'entraînement. Ouais, après, moi, je peux leur dire ce que je fais moi. Et c'est un mélange de mon alchimie et de façon de conseils de préparateur physique. Et je sais un peu ce que je fais parce que ça s'est construit sur des échanges et des programmes faits avec des pros. Après, voilà, moi, je sais ce que je fais. Je peux donner des conseils. Mais après, voilà, s'ils veulent des conseils légers, je les donne. Ils peuvent prendre en contact avec moi. Après, quand c'est vraiment un suivi pré-programme et tout, là, faut pas commencer à écouter tout le monde. Il faut voir un vrai pro, quoi. Un vrai préparateur. Avoir quelque chose de vraiment adapté, en tout cas, à chaque morphologie. Ouais, voilà, et là, ça dépend après son ambition, hein, son engagement qu'il veut avoir. Maintenant, il peut rentrer en contact avec moi. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, il peut rentrer en contact avec moi et je lui donne les noms s'il veut vraiment te pousser. Si c'est quelques conseils, je lui donne avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller vers Thomas. On a également M7511, j'ai vu une question passer qui pose une petite question. Est-ce que tu as déjà eu des propositions pour entraîner au sol des combattants MMA, UFC ou autres? Ouais, de toute façon, ça s'est toujours fait. J'ai toujours entraîné, je me suis toujours entraîné avec des mecs, des MMA fighters. C'est pour ça que je peux avoir un sol pas forcément très aérien, jujite, parce que c'est lutte livrée et pour moi, ça parle plus pour la MMA parce que c'est le positionnement et tout ça. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, avant, non. Mhm. Aujourd'hui, c'est le positionnement, c'est le côté game plan, c'est le physique qui prend une place de plus en plus importante. Donc le Kim, on va dire, se perd sur le général. Maintenant, il va être toujours aussi dangereux sur certains mouvements, sur des mouvements. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, c'est les ceintures violettes, pas plus ceux qui sont, par exemple, à MMA. Et par contre, gros physique, grosse stratégie, gros positionnement, gros corner and pound. Donc moi, il y a pas mal de UFC fighters avec qui je me suis entraîné, qui veulent que je les entraîne et tout ça. Je me suis entraîné aux États-Unis avec des gars, au Brésil avec des gars. Actuellement, là par exemple, ce matin, il y avait Benoît Saint-Denis, il y avait des mecs et des combattants qui sont là et avec qui j'hésite pas à échanger. Donc voilà. Ok, merci. On a Axe qui demande combien de temps de sommeil as-tu besoin par nuit pour enchaîner d'autres entraînements? Autant d'entraînements, pardon. Moi, si j'ai moins de 7 heures, je suis pas bien. Après, comme moi, c'est un 8 heures, je suis bien, mais si j'ai, on va dire, 6h30, 7 heures, ça va, mais il faut que je fasse une petite sieste dans la journée. Parce que je sens que je vais accumuler vers la fin de la semaine, même milieu de semaine, je vais sentir moins. Ouais, 7 heures, on va dire. 7 heures, ça va. Et si j'ai 8, je les prends sans problème. Et si j'ai 7 et un peu moins, je vais essayer de faire une micro-sieste l'après-midi. Voilà, j'essaie de faire les micro-siestes toujours entre 3 heures et 4 heures. Entre 2 heures et 5 heures, on va dire. Milieu d'après-midi. Alors, j'imagine que tu fais attention à ce que tu manges. Quel est ton programme, ta nutrition? Non, généralement, alors j'ai jamais, quand j'étais jeune, j'ai fait tout comme un fou, hein. Quand on est jeune, on fait tout à fond, tout pointilleux, tout faire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand je suis en entraînement régulier, je sais quand je mange gras, donc j'évite le gras.
Je me permets un repas le week-end de relâche. Après, voilà, je fais des méthodes assez simples. Le principe de un tiers, un tiers, un tiers. L'assiette de un tiers, c'est-à-dire que visuellement, sans rentrer à peser tout, visuellement, un tiers de protéines, un tiers de féculents, un tiers de légumes. Donc voilà, ça peut être poulet, riz et des légumes. Et le soir, je coupe en deux les féculents. Il y en a, ils vont dire carrément enlever les féculents, mais moi je le garde toujours un peu. Je garde un peu de féculents parce que même 50 grammes, ça aide à enclencher le sommeil profond, justement. Et même ça a une action aussi sur la thermogénèse, donc un petit féculent, contrairement à ce qu'on croit, il faut quand même en garder un petit peu. Et pareil, faire en sorte que je mange bien le matin, le repas du roi, et plus léger le soir. Donc moi, ce que je vais faire attention, c'est de ne pas manger gras. Voilà, je ne rentre pas dans un truc pointilleux à surveiller, à peser et tout. Non. Je regarde visuellement quelque chose de correct, je sais quand je mange bien et tout. Et après, un petit conseil que j'aime bien faire, tout ce qui est très facilement, encore plus facile à digérer, je le fais le soir avant de coucher. En gros, souvent j'explique que le soleil se lève le matin, ton organisme se réveille et le soir il se couche, donc toi tu te rendors. Donc le soir, donner des choses très faciles à digérer, plutôt du poisson que de la viande, des légumes. Il ne faut pas oublier que le soir, c'est l'organisme refait les hormones de croissance, relance l'organisme, les vitamines minéraux, donc légumes pour les vitamines et minéraux, le sommeil pour l'hormone de croissance, voilà, le poisson comme le saumon pour les omégas. Les omégas, c'est très très bien pour le cerveau, les membres du cerveau, pour la dépression, parce que quand on est en entraînement, on va vite en surentraînement, donc faire attention à la gérance du stress. Et ça, pas mal de poissons, voilà. Mais après, souvent, tu vois, visuellement, un tiers, un tiers, un tiers, et le soir, plus poisson et un petit peu moins de féculents. Ok. Jimmy Boyka. Et quel combattant en MMA et grappling t'a le plus surpris? Alors, le plus aimé, j'étais fan parce que déjà la personne, les mêmes combattants, c'était José Aldo. J'adore les combattants, soit qui imposent un truc très, très fort. José Aldo, il était imposant dans son truc à l'époque. Intelligent, Georges Saint-Pierre. Voilà, tout ce qu'on va appeler les GOAT, les légendes, c'est qu'ils ont un petit truc en plus. Alors, tous les combattants sont bons. C'est comme au sport niveau, tu vas prendre le judo, la lutte, n'importe quoi, tu prends un top 10, c'est des athlètes de haut niveau. Et c'est vrai qu'après, tous les champions se disent, parfois, il y en a un, il a un petit truc en plus. Donc, souvent, on les dénote. Et c'est ça qui est fabuleux d'aller rechercher qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il y en a, Saint-Pierre, on le voit de suite, il a une intelligence de manière de travailler complètement atypique et à travers le peu qu'on voit, on voit que c'est quelqu'un qui a structuré un monde particulier, très intelligent, très, très bien fait. Donc, en même temps, je dirais José Aldo. La question, c'était quoi, celui que j'aimais le plus? Non. Qui t'a le plus surpris? Qui m'a plus surpris? Dans quel sens surpris, tu penses? Qui dit ça? Et quel MMA grappling t'a le plus surpris? Oh, je pense dans la manière de combattre, certainement. Je sais pas, celui qui t'a vraiment choqué. Dixième planète, quand ils sont arrivés, dixième planète, je disais, waouh, qu'est-ce que c'est cet univers dangereux, particulier, faut attention. En MMA, Ryan Hall, il est, alors c'est peut-être pas le mec qui ira dans le top 5 peut-être, mais Ryan Hall, c'est un mec, il combat avec plus de dimensions. Moins droit, arrière. Tu vois, c'est un stéréotype, vraiment, il y en a certains, c'est avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Il y en a, ils ont des mobilités sur les extérieurs. Et là, lui, il est carrément en multidimension, quoi. Il travaille dans tous les états. Il visualise une jambe en 3D, quoi. Et la manière dont il combat, c'est incroyable. Je vais devoir regarder ça à nouveau, mais autrement, du coup. Là, maintenant. Il y a une gestion de l'espace complètement différente. Après, c'est pas le mec imposant dans la manière de combattre, dans l'axe, dans la puissance et tout. Par contre, la manière des formes dans les angles dans lesquels il travaille, en MMA, c'est quasiment le seul à faire ça. C'est choquant. Donc, je pense qu'il pourrait choquer, prendre des bons, mais un jour perdre contre un mec qui est dans l'axe imposant et s'il n'arrive pas, tu vois, il se faire percuter, quoi. Mais lui, il m'a surpris quand je l'ai vu combattre. Après, et Eddie Bravo? Hein? Eddie Bravo? Ouais, c'est ça, il dit bravo, c'était dixième planète. C'était ça, il a mené en plus lui toute son école d'arrière. C'était ce côté atypique. De toute façon, moi j'aime tout ce qui dit que c'est atypique, ça devient dangereux. Parce que ça veut dire atypique, donc originalité, donc pas le temps de répondre pour l'instant, tant qu'on n'a pas compris et tout, c'est un coup d'avance. Donc souvent je le dis en combat, c'est bien, mais pendant qu'on étudie toutes les techniques qui se font avec YouTube, n'oubliez pas que comme un livre, on revient sur la question, attention, les vidéos c'est très bien, les bouquins c'est très bien et tout, mais à un moment il faut prendre un facteur important, c'est de comprendre qu'on est des millions de personnes à regarder des YouTube aussi.
Donc c'est bien, il faut le savoir, il faut surtout savoir pour pas le prendre, et en plus parce que c'est comme ça, t'apprends ton compte, ton sport. Mais par contre, un moment qui est très important, c'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est bien un très bon élève. Il faut pas être un mauvais élève, faut être un bon élève, il faut travailler, tout ça. Mais par contre, il faut créer son univers, il faut être créatif, il faut se le personnaliser. Sinon, tu vas jamais révolutionner son sport. Donc c'est ça, il y a une complexité dans notre sport métier. On va dire que quand on est un peu différent du lot, on ramasse au niveau de l'ego, des jugements et tout ça. Mais à la fois, il y a toujours eu une personne qui révolutionne le sport et qui le fait avancer. Et c'est ces gens-là qui ont pris les risques. Sinon, tout le reste, l'être humain est reproduit assez facilement. On est des femmes, on copie comme des enfants. Mais à un moment, comme un enfant, on voit, et d'ailleurs quand on est parent, on le sait, on sait que l'enfant va falloir qu'il se rebelle un petit peu parce que quand il va s'opposer aux parents, c'est qu'il crée sa personnalité. Et je pense qu'en combat, il y a ce passage un petit peu qui fait qu'il va falloir un moment être créatif, oser. Et donc, sur la question, oui, dès qu'il y a des mecs qui ont un monde à part, ça devient dangereux parce qu'on n'a pas encore les réponses à leur truc. Donc, ouais, 10e planète, c'est très dangereux. Danner, par exemple, l'équipe de Danner, là, ça commence à être un peu partout maintenant, les clés de jambes. Donc, les gens commencent à savoir les défendre. Mais là, pendant un an ou deux, très compliqué l'équipe à Danner, hein. Même de plus que 2 ans. Mmh. Oui. On a Guillaume SST qui demande, est-ce que tu comptes intervenir dans des clubs sur Toulouse? Ouais, partout. Après, quand il n'y aura pas le Covid, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des stages. J'avais fait beaucoup de stages déjà avant le Covid. Et après mon titre mondial, là, j'avais pris du repos et j'avais fait une tournée. J'étais passé dans pas mal de clubs en France. J'ai fait un tour de France carrément. Et j'avais pas fini. J'avais fait une vingtaine sur les trentaines que je devais faire. Et, là, on m'en demande beaucoup. Donc, je pense que dès que ça va se rouvrir un petit peu, on verra quand, avec cette période un peu compliquée. Mais je referai partout, à Toulouse, partout. Alors, Yas qui demande si tu as fait d'autres sports de combat. On a répondu à la question tout au début. Oui. N'hésite pas à retourner regarder la vidéo juste après. C'est vraiment tout au début du live. Ensuite, Nsaïd 14. J'essaie d'aller parce que ça va pas tarder à couper. Ton plus dur combat, c'était avec qui et pourquoi il a été aussi dur? Je vais faire un truc où je vais pas te répondre à ta question directement. Déjà contre moi. C'est contre moi le plus gros des combats. J'ai pas de combat plus dur. Il y en a parfois c'est un peu plus physique, mais je suis combattant physique. Donc tous les combats ont été physiques. Quand j'ai mis de l'engagement. Donc j'ai pas de combat plus dur. C'est surtout au niveau émotionnel. Un qui a été dur, mais émotionnellement, mais pas physique, pas techniquement. C'était quand je suis parti faire le premier championnat d'Europe FILA. Je l'avais gagné. En même temps, ma femme a accouché 20 jours après. Et donc je partais pas mon enfant, donc j'étais dedans, mais j'étais coupé. Et je suis en finale, et la finale c'est 3 heures après. C'est-à-dire que tu fais les combats, demi-finale, tu rentres à l'hôtel, tu es 4 heures après. Là, les 4 heures c'est plus long, et un peu dans ta tête, tu te dis, bon, c'est le match à pas louper. Donc là, c'était celui qui était un peu. Je l'ai très bien géré, mais c'est celui qui était un peu. C'était long les heures, tu vois. Après, non, quand je suis dans le match, moi je suis dedans. J'ai pas de match plus dur. Le dernier, là, que j'ai fait contre Tom Breeze à l'UFC, avec l'UFC que j'ai pris au dernier Open, le dernier combat dans les dernières IBJJF, mais parce que j'étais usé, j'ai de suite mis la pression, j'étais pas échauffé, j'avais mal à l'épaule, j'étais blessé de tous les combats que je venais de faire. J'avais fait 32 combats en 7 mois et c'était le dernier et j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau parce que j'avais les jet lag partout, 32 combats en 7 mois, les voyages, 23 voyages. J'en pouvais plus et j'ai commencé, je dis, allez, je l'attaque de suite pour lui mettre un truc. Et au bout du combat, j'étais cuit et j'attendais que la fin du truc parce que c'était l'usure, tu vois, mais pas en soi dans le combat. C'est souvent émotionnel, l'usure. On a une question de Kevin. Pour toi, le style particulier de Khabib pourrait-il faire de lui un champion de grappling? Il sera bon, mais après, il ne gagnerait pas l'UFC, non. Il ne gagnerait pas la DCC. Ah oui. Je dis souvent, bah oui, mais même parfois il y a des débats, tu vois, on va débattre, on va avoir des opinions de style et tout, mais là, moi, c'est même une certitude. En fait, quelqu'un qui me dirait le contraire, à part Khabib, parce que ça aurait l'espoir, mais si ce mec-là se dit, bon, peut-être 10 dans 10 ans, ok, mais je suis même pas sûr. Tu vois, je veux dire, comment te dire, un top 10, même les meilleurs boxeurs de l'UFC ne gagnera pas un top 50 de boxe rec. Après, le reste, c'est du business. Le McGregor, Mayweather, tout, c'est du business. Hollywood a racheté l'UFC des milliards.
derrière, comme par hasard, il y a le match McGregor truc, l'autre c'est un management, il va passer. C'est un arrangement. Et ça révolutionne le MMA, ça révolutionne la boxe, ça relève tout le monde sort gagnant. Voilà, mais en soi, Mayweather, il tombait McGregor en 2 rounds s'il avait envie. C'est trop un spécialiste en ce monde. Et à l'inverse, Mayweather en MMA, ça ferait parler pendant des mois, mais Mayweather se fait punir en, en 1 minute. Maintenant, oui, ça pourrait arriver, le low-key punch, le CA, mais faites-moi le match 10 fois, vous verrez que ce sera 10 fois la même chose. Et donc, je reviens sur le truc avec Khabib. Khabib serait très loin d'être ridicule. Mais, euh, mais c'est comme quand Khabib, il a dit, faites 10 rounds avec Mayweather, il est 11e en MMA, mais il n'arrivera jamais au 10e round. Avec- c'est pas possible, même. Voilà. Et comme c'est vrai, à un round, Mayweather va se faire amener au sol en 10 secondes et c'est fini. Quand on voit ce qu'il fait, même avec Justin Gage au dernier combat. Mais maintenant, le grappling à la DCC, c'est pareil, c'est là où je te disais. Moi j'aime un sport où c'est dans un compartiment, c'est trop, c'est c'est poussé au niveau technique, c'est pointilleux. Khabib est très fort en stratégie, donc il battra des mecs forts techniquement. Je pense qu'il en battra beaucoup hein, avec cette partie de physique, cette partie stratégique et tout. Mais il verra qu'à un moment, il y aura 3, 4 gants grappling, il pourra faire ce qu'il veut. Ils seront trop pointilleux dans ce domaine-là. C'est comme McGregor dans ce côté boxe, il est bien, mais à moins s'il va vraiment prendre un top 20 de boxe rec, il y aura des vrais boxeurs qui vont lui montrer que toutes les finesses de boxe, c'est un autre niveau et il n'arrivera pas à s'exprimer. Ok. Bon, bah écoute, je vais te demander juste, on va faire un petit jeu rapide. Ouais. Tu préfères lutte ou JJB? Lutte, Pompe ou traction? pompe. Mais je préfère traction, mais je ne les fais pas, donc je dirais pompe. Omoplata ou twister? Omoplata. J'aime beaucoup le twister. Casse, mais ce que je fais, moi je fais omoplata. Mais j'adore le mais je l'ai pas je suis dans des angles où je l'omoplata vite, moi. J'utilise beaucoup omoplata, pas pour la faire, mais pour faire renverser, par exemple. Je fais les clés de jambes et les omoplatas jamais pour soumettre, mais je les prends pour le faire réagir et revenir dans mon jeu. Donc dessus. Ok. Walid Ismaël ou Royler Gracie? Wally Ismaël. Ah oui, à fond. Non, non, après les Gracie, là, si on parle du côté combattant, moi j'étais au Brésil vraiment avec des mecs de rue, quoi, des favelas, des combattants et tout. Donc, Walid Ismaël, c'est les combats tu vois, de ces mecs-là, du peuple, on va dire, c'est un mec qui a quand même plus peur. La famille Gracie, ils sont quand même un peu au-dessus, quoi. C'est un peu, attention, hein, mais je critique pas, mais c'est un père c'est plutôt un intellect faut savoir qu'il étudiait quand même Hitler, le père de truc, sans dénigrer, hein, sans parler de tout. Mhm. Mais je dis pas d'Hitler dans le sens méthodologie. C'est pour ça qu'il appelait ses enfants tous les Gracie avec un R au départ. Hitler faisait ça aussi dans certains trucs. Et en fait, Mhm. pas pour ce qu'il a fait au niveau humain, mais il étudiait le côté. Donc, c'était quelqu'un de très intellect, Gracie, tout ça, toute cette famille. Et il a structuré sa famille et le sud-brésilien, et il a répandu comme une méthode de guerre, comme a fait Hitler, répondre que c'était cette époque-là, ça veut dire d'envahir le monde. Et il a fait de cette manière, il a été très fort sur ça, sur la méthode de combat, en fait. Mais par contre, voilà, moi, je dirais plus Wally Ismail sans forcément le connaître. Donc, mais pourquoi? Parce que c'est un mec de la rue, c'est un mec qui va combattre, c'est un mec qui est organisé, c'est un mec qui, voilà, c'est pour ça que je dirais ça. Ok. Madison Square Garden ou Accor Arena à la Défense? New York, Ah. Hot Wings ou Thunders? Twins. Ok. Bon, bah écoute, là, on arrive bientôt, je crois, aux 1 heure. Je te remercie beaucoup, 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 beaucoup pour ta disponibilité. De toute façon, tous ceux qui ont suivi le live, ceux qui vont le suivre par la suite, n'hésitez pas hein, à aller vers Thomas parce qu'il répond aux questions, il est très disponible. C'est un très bon coach, donc il faut y aller. Il faut y aller. Ah, mais je pourrais venir faire un essai. J'ai envie de tester. Ben, on en parle après, hein, parce que vu que la période c'est un peu compliqué, mais on en parlera. Ouais, il y a plein de Ok, questions. cool, cool. Et si tu as un dernier message à transmettre, je t'en prie. Ben, quoi qu'il arrive, il faut rester positif. Je pense que plus on prend de l'âge et on reviendra toujours à la même conclusion. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut profiter chaque jour, être positif. Et cette période nous prouve qu'on ne saura pas demain ce qui se passe et ce qui se fait, mais par contre, on sait qu'aujourd'hui, on peut se lever avec le sourire. Voilà, et demain avec le sourire. Mais c'est un truc que j'ai appris des gens comme ça.
Et moi, dans les moments un peu où on baisse la tête ou un peu de truc, compagnie, je me suis rendu compte qu'il faut sourire même si on n'a pas le sourire. Je disais, mais c'est bizarre, pourquoi? Mais parce qu'en fait, le sourire amène le sourire. Tu souris, tu donnes à quelqu'un le sourire, il te redonne le sourire et du coup, il devient vrai. Donc voilà. Faut sourire et s'accrocher en avant. Et je suis un mec de challenge, donc mettez-vous des challenges, allez chercher des choses qui donnent de l'adrénaline, quoi. De quoi l'adrénaline? Des buts. Voilà. Donc Et voilà. puis il prend pas sa retraite, hein, de toute façon, donc on insiste. De toute façon, j'aurai un autre challenge. C'est J'insiste. bien les gens, l'envie, la passion d'aller chercher quelque chose. Donc voilà. Effectivement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas hein, d'aller sur la page d'MMA Story France, Instagram, Facebook, YouTube. On a des vidéos, des interviews. Je pense que de toute façon, on se reverra en vrai avec Thomas. Et on est là pour suivre. Et surtout, n'hésite pas à envoyer ton actu. On va suivre. Merci tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Porte-toi bien. À très très vite. Salut.